Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un jeune ingénieur français, Charles Berville, doctorant à l'Université technique d'ingénierie civile de Bucarest dans le domaine de l'énergie, l'environnement et le changement climatique. Il est aujourd'hui avec nous dans le studio de RFI. Il travaille notamment sur divers projets, tels que les édifices durables et les villes résilientes. Il nous expliquera plus précisément en quoi consistent ces édifices et ces villes. Par ailleurs, Charles Berville est l'un des membres fondateurs et le président de l'ONG Climatosphera. L'un de ses associés, Romain Couder, avait déjà été l'invité du Micro du Soir en mars de l'année dernière. Nous avons en quelque sorte voulu poursuivre ce premier entretien. Charles Berville, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous avoir avec nous. Alors, avant de parler de vos activités à Bucarest, la première question qui s'impose, un peu toujours d'elle-même, comment êtes-vous arrivé ici en Roumanie? Donc, comment je suis arrivé ici en Roumanie? Par un Erasmus. Donc, via le projet Erasmus européen. C'était un échange universitaire entre l'université de Saint-Lô en Normandie et Bucarest. Et vous êtes originaire de Normandie. De Normandie, d'accord. Ouais. Et par la suite, donc, ça m'a beaucoup plu. J'ai quand même terminé ma licence en France, le cycle de licence. Et après, je suis revenu entre-temps, avec grande chance. Ils ont créé un master en double diplôme entre l'université de construction Bucarest et l'université de La Rochelle, sur un master sur les enjeux climatiques, les énergies renouvelables. Et j'ai signé pour ce master, quoi. C'était tout bénef et c'est tout ce que je souhaitais. Et donc j'avais fait la moitié. D'autres villes où c'était spécifiquement Bucarest qui proposait ce master-là? C'était spécifiquement, parce qu'il y a un lien assez étroit entre l'université de construction et la France, et surtout avec La Rochelle. Donc ils avaient créé un cursus, un double diplôme, qui existe toujours d'ailleurs, en langue française et roumaine. Et donc on fait la moitié du diplôme en France et l'autre moitié en Roumanie, donc La Rochelle et Bucarest. Et à la suite, vous avez 2 diplômes, donc c'est cool. Et par la suite, je me suis bien entendu avec l'équipe de recherche, parce que la fin des masters en Roumanie, c'est des projets de recherche. C'était super cool dans l'équipe de recherche et j'ai continué en doctorat. Et là, je viens de finir mon doctorat à peu près au mois de mars. Vous avez fini la thèse? Ouais, elle est soutenue dans le département et maintenant il y a juste à la soutenir en public au mois d'octobre. Donc il y a une petite latence, mais en soi, c'est terminé. Ça a été validé et tout est bon. Et maintenant, je suis dans leur équipe de recherche là-bas, à l'université de construction et dans d'autres instituts de recherche, mais majoritairement avec l'université de construction. Et la thèse portait sur quoi exactement? Sans rentrer trop dans les détails, évidemment. Sans rentrer trop dans les détails, non, même pas le titre ou autre. C'était sur des façades intelligentes pour les bâtiments qui captent l'énergie solaire, mais qui permettent de chauffer gratuitement le bâtiment. D'accord. Alors précisément dans l'introduction, je le disais, vous êtes spécialiste dans ces édifices durables et dans les villes résilientes ou résistantes, on va dire ça comme ça. Ces édifices durables, dans les grandes lignes, ça consiste en quoi? Des façades donc qui sont bien isolées. C'est quoi exactement? D'abord pour les édifices et après les villes durables. Donc pour les édifices résilients en soi, ouais, donc à haute efficacité énergétique, donc sobre en énergie, ça va être surtout de l'isolation dans un premier temps et des systèmes énergétiques qui sont peu énergivores et qui ne sont pas basés sur les énergies fossiles. Donc on va être sur du renouvelable, mais panneaux solaires. Mais l'objectif principal, c'est réduire la consommation énergétique du bâtiment le plus faible possible pour qu'on ait le minimum de consommation. Et ces consommations, qu'elles soient basées sur du renouvelable et pas sur du fossile. D'accord. Donc il s'agit surtout de bien isoler les façades, tous les fenêtres. C'est ça, penser à de l'ombre, penser à de la rafraîcheur pour pas faire tourner la clim l'été. Les végétaux aussi. Les végétaux aussi. Par exemple, les façades végétalisées ou alors les arbres autour des maisons. Là, le quartier à RFI, il est très bien, par exemple. Il y a beaucoup d'ombre, il y a beaucoup de fraîcheur qui est créée par l'environnement autour. Et les toits aussi, je suppose. Les toits aussi, ouais. Les toits, faut mettre... Des cultures et autres. Tout à fait. Une partie de la thèse, c'était sur ça. Donc, une partie de la chaleur de ces façades intelligentes, c'est fait pour chauffer le bâtiment, l'hiver. Et l'été, on l'utilise pour faire du séchage. Séchage de tout ce qu'on peut sécher en ville. Et là, c'est tout ce qu'on va pouvoir sécher de l'agriculture urbaine. Ça permet de promouvoir l'agriculture urbaine
Donc ça peut être sécher des plantes aromatiques, ça peut sécher des légumes, tout ce qu'on peut faire en agriculture urbaine. Et l'idéal sur les toits. Le prototype en soi, c'est un bâtiment avec un toit, avec de l'agriculture urbaine sur le toit. Cette façade ventilée, solaire, qui capte l'énergie et l'amène sur le toit. Et là-bas, on a des petits séchoirs. Et on peut sécher nos produits de l'agriculture urbaine. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait déjà à Bucarest? Est-ce que la ville se prête à ce genre de nouveaux édifices? La ville se prête en soi parce que tout pousse en Roumanie. Il y a de l'eau, il y a du soleil. Et donc, il y a du soleil aussi bien pour ces systèmes solaires. Donc, on a beaucoup d'énergie l'été. On le sent très bien, hein. Il y a des vagues de chaleur assez importantes. Et toutes ces vagues de chaleur, en général, en énergie, c'est de l'énergie fatale. C'est de l'énergie qu'on perd et qu'on n'utilise pas. Donc, c'est dommage de ne pas l'utiliser. On peut l'utiliser pour plein de process. C'est l'énergie fatale. Fatale, ouais. Parce qu'on l'a subie. Ouais. Quand on est dehors et qu'on est habillé en noir, on l'a subi, la chaleur. Et donc là, c'est une énergie qu'on perd finalement et qu'on pourrait utiliser pour plein de choses. Pour faire ça, le séchage de produits ou aider à promouvoir des villes vertes, donc pour l'agriculture urbaine, mais ça peut être aussi pour plein d'autres systèmes. Ça peut être pour chauffer de l'eau l'été, l'eau chaude sanitaire, pour la douche. Et la garder après pour l'hiver? Non, la garder pour la fin de la journée. Les stockages, c'est en courte durée. Les stockages sont de courte durée, d'accord. Ouais. Ou quelques jours après. Mais éventuellement, on peut penser à des stockages moyenne longue durée. Moyenne longue durée, ouais. Non, c'est vraiment en courte durée. À l'heure actuelle, il n'y a pas de stockage sur longue durée. Et dans les grandes lignes, en ce qui concerne la ville résiliente, en fait, résiliente, vous préférez le terme de résistante ou durable? Comment on pourrait, quel synonyme vous donnez à résilient? Un terme qu'on utilise un petit peu dans tous les domaines d'ailleurs. Ça va être durable, mais dans résilient, je dirais que c'est une combinaison entre durable et sobre. D'accord. Parce que la résilience, c'est aussi la résilience, on pense souvent aussi à la résilience en tant qu'être humain. Plus que résistance. Plus que résistance, ouais. D'accord. Donc, ouais. D'ailleurs, je pense que c'est plus utilisé dans la langue anglaise, resilient. Ouais. Et oui, ça vient de la langue. Ça vient de la langue, ouais, je pense, tout à fait. Mais en effet, c'est durable et sobre. Parce que quand on parle des villes résilientes, pour le coup, c'est des villes où on intègre vraiment l'humain et sa capacité à pouvoir s'adapter. Donc, dans la résilience, on prend aussi l'adaptation des humains dans les villes. D'accord. Et leur fournir des systèmes qui sont bons pour eux, pas bons que pour réduire les consommations énergétiques et la facture à la fin du mois, mais aussi pour améliorer leur qualité de vie. Donc, ville durable, ça veut dire résilient, ça veut dire tout un écosystème où tout est pris en compte, l'humain, les végétaux, tout en fait. Ouais. Voilà. C'est un système global. Système global. Alors, parlez-nous maintenant un petit peu de Climatosphera. Qu'est-ce que vous faites et depuis quand existe Climatosphera? Donc, Climatosphera, on l'a commencé l'année dernière. Vers le mois de mars, je pense, on commençait à parler. Donc, on était plusieurs personnes, moitié roumain, moitié français, moitié femme, moitié homme. On s'est tous retrouvés de différents domaines. C'était ça qui était super. On commençait à tous parler dans certains groupes d'amis ou au travail. Vous êtes des Roumains ou... Moitié-moitié. D'accord. Au début, on était 4 Français, 4 Roumains, 4 chercheurs, 4 personnes, soit des startups, soit des personnes qui avaient déjà des entreprises en Roumanie, de la communauté française, ou alors des influenceurs dans ce domaine-là, qui souhaitaient faire des choses pour l'environnement. Et on en a parlé pendant 2-3 mois. Faut qu'on fasse quelque chose. Et au fur et à mesure qu'on a parlé de ça, on s'est regroupé à 8 personnes. Donc 4 personnes qui sont chercheurs avec moi, 3 personnes qui sont chercheurs avec moi au labo, à l'université de construction. On travaille sur les villes résilientes. Et on a dit, nous, on a un problème. Par exemple, on est tous venus avec nos problèmes. Mon problème, par exemple, nous, au laboratoire, c'était la communication, la recherche. On a un gros problème, on a des difficultés à communiquer. Ça s'est vu partout dans le monde. Il y a des sujets de recherche qui sont arrivés très loin. Et l'homme lambda n'est toujours pas au courant. Maintenant, il y a des problèmes à communiquer. Faire le lien avec les médias. Tout à fait. Il y a un impact via les médias sur le public plus important. Tout à fait. On voulait tous avoir un impact. Certains avaient les connaissances, les chercheurs, par exemple. Certains avaient déjà des réseaux. Certains avaient déjà des réseaux aussi de financement, par exemple, via le secteur privé. Et l'idée, c'était d'avoir des partenariats publics, privés, et aussi avec des ONG. Et on a dit, le plus simple, c'est de faire une ONG et de mettre tout le monde autour de la même table et qu'on réussisse à faire quelque chose ensemble. Chacun vient avec son input, on pourrait dire. Ouais. Chacun vient avec son apport, tout à fait. Et il essaie de l'amener. Et on a commencé
Officiellement, je crois qu'au le registre des ONG, c'était au mois de juin l'année dernière. Donc là, on vient de faire 1 an officiellement de Climatosphera, où on a mis en place ce qu'on souhaitait faire. Chacun est venu avec ses envies, mais aussi les problèmes qu'il rencontre dans son environnement, privé, public ou à l'université par exemple. Et on a commencé par faire de la sensibilisation sur les enjeux climatiques, parce qu'on avait tous plein d'idées. Certains pensaient à de l'agriculture urbaine. D'ailleurs, certains d'ailleurs ont déjà commencé l'agriculture urbaine et on se disait, mais en fait, les gens comprennent pas la nécessité et on ne peut pas proposer des services aux gens si les gens ne comprennent pas pourquoi il faut le faire. Pourquoi on devrait avoir des bâtiments efficaces, ça coûte cher. Pourquoi on devrait faire un bilan carbone. Pourquoi on doit réduire notre consommation de viande. Pourquoi on doit réduire notre consommation d'avion. On a dit, en fait, il faut commencer par des ateliers de sensibilisation. Et on s'est formé à différents ateliers sous forme de jeux. Et on le fait à l'heure actuelle, on sensibilise les entreprises, les écoles. Vous êtes d'abord vous-même formé à des jeux existants. des jeux existants. Et après, nous, on est venu en ajout avec nos ateliers à nous. On les intègre dans des ateliers et on sensibilise les gens. Chacun vient avec ses connaissances. Et l'idée, c'est qu'on ait plusieurs piliers. Donc chacun essaye de former les gens dans son domaine. Donc aussi bien les gens qui viennent du social que les gens qui viennent des startups, que les gens de l'université comme nous. Donc à l'heure actuelle, on a essayé de faire ces ateliers de sensibilisation. On les a essayé, on les a fait dans les entreprises privées, soit par exemple dans les team building, ou alors avec le board des équipes principales pour les sensibiliser sur les enjeux climatiques et les aider. Les team building, c'est-à-dire ce genre de séminaire qui se passe Tout à fait. le week-end où on sensibilise les employés à des thématiques qui sont pas nécessairement liées au travail. Tout à fait. Qui sont liées au travail, mais c'est améliorer le travail d'équipe, dirons-nous. Voilà. Donc forger les équipes. Voilà. Et ça peut être c'est des activités qui ne sont pas liées au travail justement, pour que les gens soient détachés du travail. Et là, c'est un point que tout le monde a en commun. Et alors, un exemple de ce type de jeu, c'est quoi exactement? Donc le premier qu'on propose là, c'est la fresque du climat. C'est un jeu qui a eu un bon succès en France, donc qui a été créé par un ingénieur qui a lu justement les rapports du GIEC, ces rapports assez complexes de milliers de pages sur les changements climatiques qui nous disent qu'on doit réduire nos émissions de CO2, sinon la planète va surchauffer, on va avoir beaucoup de problèmes. Le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Exactement. Et vu que ce rapport est super complexe, là c'est typiquement le problème de la recherche et de la vulgarisation de la recherche pour que ça arrive au grand public. Et cet ingénieur a eu un très bon exemple. Il a pris ce rapport super complexe, il a sorti les idées essentielles et les a mis sous forme d'un jeu. Mais c'est un jeu sérieux, c'est pas un jeu de société, dirons-nous. Et sous forme de 42 cartes qui sont 42 phénomènes des changements climatiques. Ça peut être les émissions de CO2, ça peut être l'industrie, différents, et on doit les mettre dans des ordres de cause à conséquence. Et à la fin, on a une image globale des changements climatiques. Et c'est les équipes qui font ça ensemble. On fait ça, c'est des équipes entre 5 et 8 personnes, des tables. Chaque table, on a un formateur qui a été formé à ce jeu. Donc c'est une association française maintenant qui forme les gens à ce jeu. Et une fois qu'on est formateur, on forme par la suite les gens. Donc c'est un jeu, ça dure 3 heures en tout l'atelier. 1h15 de jeu en équipe, où les équipes, donc chaque table de 6 à 8 personnes résout le jeu. Donc il y a 5 decks, 5 tas de cartes qui forment en tous les 42 cartes. Et ils doivent les mettre dans un ordre cause-conséquence. Et à la fin, ils ont l'image globale et ils comprennent où sont les problèmes. Sur une espèce de grande table comme Sur une grande table de 2,50 m avec 1,50 m de large. On fait ça dans les salles de réunion en général. Et une fois nous on les guide, on leur explique certains phénomènes qui peuvent être complexes. Parfois on parle de permafrost, parfois on parle de choses un peu complexes qu'on entend à la télé mais qu'on ne comprend pas. Et via ce jeu, on les explique. Et à la fin, une fois qu'ils ont l'image globale, on leur propose des solutions à l'échelle personnelle ou à l'échelle d'entreprise ou à l'échelle d'université. Comment avoir un impact sur le climat maintenant que tu as compris c'est quoi les enjeux climatiques, c'est quoi les changements climatiques. Tu sais où tu peux agir toi, à l'échelle personnelle, à l'échelle d'entreprise. Et donc, après ces 1h15 de jeu, on a 1h30, 1h40 de discussion où on parle des solutions à l'échelle personnelle, à l'échelle d'entreprise, avec une continuité de petits jeux de développement personnel ou alors d'initiatives. On se rend compte que déjà beaucoup de personnes s'étaient documentées et beaucoup de personnes avaient déjà des initiatives à l'échelle personnelle. Et quand on regroupe tout le monde à une seule table, beaucoup de personnes se rendent compte qu'ils ont des points en commun, qu'ils souhaitent faire des choses dans la même direction.
et certains même qui souhaitent faire des changements à l'intérieur de leur entreprise dans la même direction. C'est juste qu'ils n'avaient pas pris le temps d'en parler, ils n'étaient pas sûrs. Les gens ne sont pas sûrs, en fait. On va dire, on va prendre demain la voiture électrique. On change toute la flotte de voitures de l'entreprise en voiture électrique. Est-ce bien? Est-ce pas bien? Tout le monde se pose des questions. On lit des tonnes d'articles sur Internet. On lit des articles qui sont parfois complotistes, des articles qui sont pour, des articles qui sont contre. Et il y a personne qui vient pondérer, dirons-nous. Et nous, on est là pour aider à éclaircir ça. Et à la fin du jeu, ils ont vraiment une idée claire de ce qu'ils peuvent faire dans leur entreprise. D'accord. Alors, vous disiez qu'il y avait ce problème de communication, de prise de conscience qui vous amène donc à vous-même aller au contact des gens pour sensibiliser. Alors, je me pose une question en tant que journaliste, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire à nous, les médias, pour mieux informer en profondeur sur ces problèmes-là, parce que nous-mêmes, nous avons quelque part nos dilemmes. Quand on parle trop d'un domaine, après, il y a une perte d'attention. Et moi-même, je suis souvent confronté à ce dilemme, l'environnement, comment traiter l'environnement pour ne pas ennuyer le lecteur ou l'auditeur, comment le sensibiliser à ce qui est vraiment très, très important. Donc, nous avons nous-mêmes, je dirais, en tant que médias, nos problèmes de communication. Mais vous, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire? Qu'est-ce que nous, on pourrait mieux faire? Donc ça, c'est un super bon exemple. Et on avait déjà travaillé sur ça. Donc là, j'avais déjà des réponses. On avait fait une entreprise Publicis Zenith qui fait de la communication, du marketing pour les entreprises. Et c'est les mêmes problèmes que pour le journaliste. C'est eux qui font la communication et c'est eux qui vont communiquer avec le public finalement. C'est eux qui vont faire la com de l'entreprise. Vous allez sensibiliser les gens. Vous êtes le premier contact avec les gens. Vous êtes les gens que tout le monde entend à la radio. Et en fait, c'est les premières personnes qui doivent être sensibilisées, c'est celles qui ont le plus de visibilité. Donc, un premier pas, c'est déjà se sensibiliser et d'être ferme et d'avoir des idées claires sur les changements climatiques pour pouvoir proposer du contenu de qualité et clair. Parce que je suis sûr que plein de personnes en parlent sans vraiment en savoir, parce que c'est une obligation, c'est une mode. On est obligé, on en parle dans tous les médias, donc il faut que tout le monde en parle, mais tout le monde ne le maîtrise pas. Et on se précipite un peu trop. Je pense qu'il faudrait d'abord se sensibiliser. Donc, un premier pas, c'est de se sensibiliser. Ouais. Qu'on vienne ici avec Climatosphera vous sensibiliser. Et par la suite, c'est vraiment proposer du contenu de qualité assez clair pour les gens. Donc, assez vulgaire dans le sens vulgarisé, quoi. Vulgarisé et clair. Pour pas que ça soit trop complexe, on a tendance à se perdre dans des pourcentages, dans des chiffres. Et en fait, il faut plus parler en notions assez... C'est pas palpable. Tous ces chiffres, on est perdu, on les mélange. Même nous, on les mélange finalement. Combien, je sais pas, le secteur du bâtiment, ça représente tant de % de CO2, mais ça change tous les ans, donc on sait plus. Donc, éviter de perdre dans tous ces chiffres et d'en parler, en effet. Parler surtout des initiatives. Ça aide beaucoup. D'accord. Alors, affronter ce changement climatique, ça passe par des solutions et de l'éducation. On en parlait, mais comment définiriez-vous la part de l'un et de l'autre dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Et il faut faire les deux en parallèle, trouver des solutions et faire de l'éducation. Mais qu'est-ce qui est le plus important quelque part entre les deux aujourd'hui? Les solutions, l'éducation, les deux, mais comment faire? Ça, sinon, encore une fois, c'est une super question. Parce qu'on a un autre atelier qui arrive à la suite de cette fresque qui s'appelle D'automne. On apprend aux gens à calculer leur empreinte carbone. Et ensuite, ils ont individuellement. D'accord. Donc, c'est à l'échelle personnelle. Et c'est sous forme, pareil, d'un jeu assez sérieux. Donc, on leur apprend à calculer leur empreinte carbone, on la calcule. Et après, ils doivent réduire leur empreinte carbone jusqu'en 2050. Jusqu'en 2050, ils arrivent à 2 tonnes. Parce que 2 tonnes, c'est la limite, c'est le taux qu'on peut émettre de carbone. Enfin, c'est la quantité de carbone qu'on peut émettre chaque année pour pas qu'on ait un réchauffement au-dessus de 1,5 degré. Et pour ça, ils ont le choix entre différentes solutions. Et faut-il faire de l'éducation? Il y a des cartes qui font de l'éducation. On voit en temps réel combien ça va réduire mon empreinte carbone si je fais de l'éducation. Parce qu'en fait, j'ai sensibilisé une personne qui va réduire ses consommations. Et on priorise. À l'heure actuelle, il faut faire les deux. L'éducation, c'est le plus important parce que si on le fait trop tard, il sera trop tard. Et on se rend compte dans chaque simulation qu'on va faire qu'il faut faire l'éducation dans un premier temps. Mais
on peut toujours faire les choses en parallèle. Je pense qu'on peut tous se dédier du temps pour sensibiliser au moins autour de nous, au moins quelques heures dans notre travail. Dans le journalisme, c'est simple. Si on a 40 heures de travail par semaine, on peut bien allouer 5, 10 heures. Chacun peut faire d'éducation. Et l'éducation, c'est pyramidal. C'est-à-dire qu'on a sensibilisé une personne ou 4 personnes à une table qui vont sensibiliser 4 fois 4, 16 et une fois ainsi de suite. Donc c'est très pyramidal et ça va très rapidement, la sensibilisation. Donc c'est essentiel et je pense que tout le monde peut le faire. Donc il faut faire les deux en parallèle. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Par exemple, on ne fait pas que de la sensibilisation à Climatosphera. On continue en parallèle nos projets de recherche sur les villes du futur, mais on alloue un temps pour la sensibilisation et pour parler aux autres. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu des énergies renouvelables, de ces solutions. Ces derniers temps, il y a, je me rappelle d'experts qui remettent en question plutôt des énergies renouvelables comme les batteries électriques des voitures ou des éoliennes qui elles-mêmes ne sont pas nécessairement écologiquement très positives. Vous, quelle est votre opinion de jeune chercheur à ce niveau-là? Quand on vous dit énergie renouvelable, ben, je suppose qu'il y en a des bonnes, des moins bonnes. Comment vous vous positionnez? Donc, en soi, il n'y a pas de... La question est large, mais ouais, elle est très large. Sans rentrer dans les détails, mais vous, en tant qu'ingénieur, vous positionnez comment par rapport à ces grandes questions? Donc, au sujet, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise énergie renouvelable, je dirais. Et on a tendance, en fait, là, par exemple, dans les médias, on a tendance à accentuer sur une énergie renouvelable. Et ils vont faire des estimations, des simulations. Ah, si on utilise tous la voiture électrique, ça marche pas. Si on utilise tous de l'éolien, il n'y aura pas assez de surface sur Terre. Si on fait tous du photovoltaïque, il n'y aura pas assez de matériaux, de composants métalliques ou autres pour construire ces panneaux solaires. Mais en fait, l'idée, c'est pas on doit utiliser qu'une énergie. On doit toutes les utiliser en même temps, les plus sobres, les meilleures pour l'environnement. Donc, il n'y a pas de mauvaise énergie renouvelable. En effet, il y en a qui sont un peu moins vertueuses. On parle des batteries, mais les batteries, c'est un stockage qui est derrière. Si on peut déjà l'utiliser en autoconsommation, c'est déjà bien. Donc, c'est-à-dire, si on met des panneaux solaires photovoltaïques pour l'électricité sur notre toit, déjà, le consommez-nous. Là, les batteries, c'est pas une obligation. On peut renvoyer sur le réseau, s'il y a déjà un réseau existant. Les batteries, c'est pour, par exemple, si on ne serait pas connecté au réseau. C'est pareil pour les voitures électriques. Ça va pas être le seul type de voiture. En effet, si on veut tous des voitures électriques, il y aura pas assez en fait, on n'aura même pas assez de main-d'œuvre à l'échelle mondiale. Surtout que la main-d'œuvre à l'heure actuelle, elle va être en Chine et nous, on veut se libérer de la Chine et d'autres États qui sont très émetteurs de CO2. Donc, il n'y aura pas assez de main-d'œuvre dans un premier temps. Donc, vous dites que l'avenir, c'est pas que tout le monde ait sa voiture électrique. Non. Donc, Non, ça c'est clair. Donc, ça sera davantage de transport en commun, par exemple. En fait, c'est la sobriété, encore une fois de plus. Je pense que la voiture individuelle, c'est un modèle qui ne marche plus à l'heure actuelle. Bien sûr, on peut toujours penser à une solution. On a réussi à aller sur la Lune, on arrive à aller sur Mars. On va trouver des solutions pour avoir une voiture qui consomme presque pas d'énergie. Mais à l'heure actuelle, c'est pas la voiture électrique qui est la plus vertueuse. À l'heure actuelle, on a une urgence qui est climatique. Et pour agir le plus rapidement pour la transition, faut réduire un maximum. Donc les énergies renouvelables sont super bien parce qu'elles émettent pas de CO2. En effet, et elles polluent pas. En ville, c'est essentiel. On veut vraiment une qualité de l'air qui soit meilleure et on veut pas émettre de CO2. Donc ces voitures électriques sont bien. Par contre, qu'elles soient en partage, qu'elles soient pas individuelles. Parce que si dans un deuxième temps, autre que la consommation énergétique, c'est l'espace qu'on va prendre. Une voiture, c'est environ 12 mètres carrés. Si tout le monde a une voiture en ville, on va manger de l'espace qui aurait pu être très bon pour de l'agriculture urbaine, pour des espaces verts qui, eux, améliorent la qualité de vie, la qualité de l'air. D'autant plus que savoir qu'elles sont difficilement recyclables, ces batteries de voitures. Et également, la production de l'éolienne en elle-même demande des matériaux qui ne sont pas écologiquement positifs. Donc, c'est ça, c'est toute une question c'est être modéré et sobre dans la production même de l'énergie renouvelable. Ouais. Elles sont quand même essentielles. On ne peut pas faire sans. Et ok, ça consomme de l'énergie quand on va créer l'éolienne, mais cette éolienne ne va plus rien émettre pendant son temps de fonctionnement qui va être une période d'environ 30 ans. Pendant 30 ans, on est sûr qu'elle va rien émettre. Et c'est énorme. Et la pollution visuelle,
Il y a la pollution visuelle. Ici, peut-être la solution, c'est dans les loin en mer. Ça, c'est peut-être la meilleure solution pour les éoliennes, vous pensez? Plus on la met loin, ouais. plus il faudra mettre des gros câbles et la relier au réseau. Des gros câbles qui vont passer dans de la faune, de la flore, dans de la biodiversité et beaucoup de pertes énergétiques. Pour chaque mètre de câble, on va perdre tant de l'énergie qu'on a produit. L'énergie, il faut l'avoir au plus proche. Il y a des bons exemples, par exemple, dans les projets de recherche qu'on a à l'heure actuelle sur les bâtiments résilients, les bâtiments efficaces. Il y a une obligation d'avoir une production énergétique renouvelable de 30% du coup de nos consommations totales du bâtiment à moins de 30 km du bâtiment. Donc ça, c'est déjà des obligations, parce que la solution la plus simple, c'était OK, on va continuer à consommer beaucoup dans nos villes, mais on va mettre beaucoup de champs solaires et d'éoliens autour des villes. Mais c'est pas bon parce qu'on perd énormément d'énergie sur le réseau. Donc, à l'heure actuelle, il faut réduire au maximum son énergie de son bâtiment et avoir du renouvelable, parce que le renouvelable ne va pas polluer pendant son temps de fonctionnement. Bien sûr, pour sa construction, il va nécessiter des énergies et il va consommer. Mais c'est pareil pour les autres énergies. Pour faire une voiture thermique, c'est pareil. On va émettre aussi, c'est les mêmes matériaux. C'est juste la batterie qui va être plus consommatrice. Et vous m'avez posé la question sur le recyclage des batteries. Le recyclage des batteries, ça se fait déjà. Une batterie, ça se recycle à 90% dans les pays qui ont commencé à le faire. France, Belgique, par exemple, qui ont commencé à le faire. Donc 90% se recycle. C'est des métaux. Les métaux, on sait les recycler. Ce qu'on ne sait pas recycler, c'est le lithium qui est à l'intérieur, par exemple, ou les autres liquides, le combustible, dirons-nous, à l'intérieur de la batterie. Donc on sait le recycler. Et ça, les ingénieurs sont assez forts pour trouver des nouvelles solutions. On va savoir recycler les batteries à un pourcentage assez élevé. C'est pas un problème. Ça, le recyclage des batteries. Donc en fait, la solution, c'est ce que vous dites, c'est un mix énergétique d'énergie renouvelable. En fait, c'est pas se focaliser sur une seule et y aller à toute puissance, mais c'est plutôt avoir et toujours dans l'idée de sobriété. Je crois que c'est vraiment un maître mot que j'entends chez vous, les ingénieurs, d'essayer aussi de changer un peu de philosophie de vie au quotidien, c'est-à-dire de ne pas être dans le toujours plus, mais essayer de réduire tout en maintenant et même en augmentant la qualité de vie. C'est ça l'idée. Tout à fait. Parce que les énergies qui sont renouvelables et vertes et vertueuses demandent beaucoup d'espace. À l'heure actuelle, pour la consommation énergétique qu'on a, pour notre style de vie, ce serait beaucoup trop d'énergie, donc beaucoup trop de surface. On n'en aurait même pas suffisamment sur nos bâtiments, on devrait manger sur nos terres arables. Et donc là, ce serait un combat entre nos besoins alimentaires et nos besoins énergétiques. Et donc on ne souhaite pas arriver là-bas. Il faut vraiment, dans un premier temps, vu qu'on n'a pas une seule solution qui est bonne, il faut d'abord réduire au maximum pour pouvoir se baser un maximum le mix énergétique, finalement, sur les énergies renouvelables. Ça peut être de l'hydroélectricité, comme en Roumanie, mais ça peut être une combinaison avec du photovoltaïque, du solaire, et c'est local à chaque fois. Il n'y a pas une solution qui va marcher partout. On va pouvoir faire du photovoltaïque, par exemple, plus autour de Constanța, pareil pour l'éolien, et peut-être qu'à Bucarest, ça va être de la géothermie, parce qu'il n'y a peut-être pas tant de surface sur les toits des bâtiments. Il y a plein de solutions, mais les solutions, on n'a pas qu'une. On aimerait bien en fait qu'il n'y en ait qu'une, ce serait simple dans la communication, ce serait simple pour les gens de comprendre, mais il n'y en a pas qu'une. Il faut demander l'avis d'un expert à chaque fois, c'est quelle solution j'ai à l'heure actuelle et localement. Mais la première solution, c'est réduire sa consommation énergétique. D'accord. Mais je vous sens quand même assez optimiste. Quand on lit je l'ai pas lu, mais quand j'ai entendu parler du dernier rapport du GIEC, donc de ce groupe d'experts, on a vraiment l'impression que aujourd'hui l'idée c'est de limiter les dégâts parce que de toute façon on va pas y arriver. Et que voilà, c'est alors sans rentrer dans la collapsologie, mais peut-être, ou peut-être que oui, je ne sais pas. Vous avez peut-être, d'après ce que j'entends, un discours plus nuancé. Vous dites que on va limiter les dégâts et on va faire davantage. On va y arriver. Donc vous déjà de la collapsologie, ceux qui disent que on va vers la catastrophe, c'est clair. Vous êtes pas tout à fait d'accord ou... Non, je suis pas d'accord. Je suis quand même très optimiste. Je suis aussi. Je peux pas en fait. Je ne pourrais pas être dans la collapsologie parce que je pense que parfois on se cache derrière la collapsologie pour arrêter d'agir. Et si on arrête d'agir, oui, bien sûr, on va s'effondrer. Mais quand je vois le nombre de projets, le nombre d'initiatives et les choses qui se font à l'échelle mondiale et à l'échelle locale, il y a beaucoup de solutions, en effet, et des solutions qui sont très efficaces. Et j'ai vraiment confiance dans
dans notre manière de nous adapter. On s'adapte très bien à différentes choses. D'ailleurs, on peut très bien s'adapter au changement climatique et apprendre à vivre avec une chaleur énorme, ou alors avec des grands froids. On va s'y habituer, c'est juste que ce sera plus agréable. Donc le GIEC qui dit une chose alarmante, en fait, qui a fait peur un peu à tout le monde, c'était que faut qu'on agisse dans les 3 ans à venir. Dans les 3 ans à venir, si on ne réduit pas de temps nos émissions de CO2, il sera trop tard. Ça, c'est un peu alarmant et je pense que ça peut décourager, en effet, les gens. C'est comme on vous dit, tu as un cancer et il te reste 6 mois, tu vas pas continuer à aller au travail. Ouais. Non, tu vas aller faire le tour du monde. Là, si on vous dit, il vous reste 3 ans avant que ça soit la fin, et c'est ce qui est sorti, en fait, c'est ce qu'ont traduit les médias, alors que c'était une phrase du GIEC quand même qui dit qu'il faut agir dans les 3 ans. En effet, il faut agir. C'est un peu le coup de cravache du professeur pour qu'on avance, enfin, plus pour les chevaux, mais pour qu'on agisse assez rapidement. Ne dit pas que ça, quoi. Il faut, il y a des solutions et. Il y a des solutions. Il y a plein de solutions, pour le coup. Même à l'échelle locale. Ouais. Je suppose que l'accent doit être particulièrement mis dans des pays, enfin, je pense au continent africain, où là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous pensez qu'il y a des ONG qui prennent conscience, européennes ou là-bas? Est-ce que vous savez s'il y a des mouvements importants, des tendances pour qu'en Afrique notamment, les choses se passent pour le mieux et qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous? Donc il y a des ONG pour le coup. Beaucoup de pays d'Afrique souhaitent être indépendants à l'heure actuelle. Ils sont très bien formés. D'ailleurs, nous, on a des partenariats avec l'UTCB, avec le Cameroun et d'autres pays qui sont déjà très développés sur le séchage. Eux, à l'heure actuelle, par exemple, ils n'ont pas la chance qu'on a nous. La chance et la malchance, c'est qu'ils n'ont pas de l'énergie facile à pouvoir consommer dans de grandes quantités. Donc, ils sont déjà très innovateurs sur plein de systèmes, très résilients, très sobres en énergie, parce que l'énergie est très chère là-bas. Donc, ça va être aussi bien sur le refroidissement des maisons. Ils vont penser à des systèmes qui n'utilisent pas d'énergie parce que l'énergie électrique est trop chère ou alors elle n'est pas disponible. Pareil pour la conservation. C'est des choses que nous, on ne pense pas, mais on peut vivre sans réfrigérateur, par exemple. Certains y arrivent en Afrique. En effet, c'est pas aussi confortable, mais ils vont plutôt sécher les produits au lieu de les garder frais dans un réfrigérateur qui consomme en permanence parce qu'il a un petit compresseur, un petit évaporateur. Produits quand même qu'on a envie d'avoir bien sûr frais. Et là, il y a des choix à faire. C'est ça l'idée, en fait, quand on va se calculer notre bilan carbone, c'est voir où on peut faire les choix et voir ce qui va avoir, où on peut faire des compromis. C'est comme une relation amoureuse, en fait. Il faut savoir faire des compromis à un endroit et il n'y a pas le choix d'en faire. Et c'est ce que dit le GIEC. On va devoir faire des compromis dans les 3 ans à venir, qui sont obligatoires. Sinon on va avoir une rupture. C'est le couple qui se casse entre l'humain et la planète, dirons-nous. Et il n'y a pas le choix de les faire. Ces changements-là, il faut voir quels sont les plus simples pour nous à l'échelle personnelle, ceux qui vont nous créer le moins de disconfort. Et il y a plein de solutions. Mais la sobriété, c'est vraiment le plus simple. Ouais. Et en vous écoutant, je me dis qu'il y a aussi peut-être un travail à faire presque psychologique, c'est-à-dire que des gens que vous sensibilisez, jeunes et moins jeunes, alors vous leur montrez que rationnellement, il y a des solutions, donc il y a des choses qui peuvent être à faire, mais on est dans un tel système de consommation qu'il y a aussi peut-être un travail parallèle, concomitant, disons, sur la psychologie humaine et comment entrer véritablement dans un changement philosophique et psychologique pour arriver à mettre en place ces solutions. Parce que c'est peut-être pas suffisant de dire, voilà, c'est clair que les choses, elles doivent se faire comme ça, mais pour que les gens mettent en pratique tout ça, il y a aussi peut-être un travail d'éducation plus profond de l'individu. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Je pense que c'est pour ça qu'on s'est réunis au début à Climatosphera. Moi, j'avais une frustration que tous nos projets de recherche qui étaient super, qui réduisaient la consommation énergétique, qui nous donnaient des styles de vie beaucoup plus vertueux, n'arrivaient pas à être compris par tous les gens, et que quand je commençais à parler sur ces sujets, non, c'est ok, t'es écolo, tu veux réduire nos consommations, tu veux qu'on arrête de vivre, tu veux qu'on arrête de prendre l'avion, alors qu'il y a plein de solutions. Aussi, ouais. Il y a plein d'idées reçues, et le fait qu'on s'est mis tous autour d'une même table avec des idées différentes et avec des cursus différents, on a pu en parler, et c'est de là qu'on a vu qu'en fait on peut être très bien heureux en réduisant nos consommations énergétiques. Et c'est la base de Climatosphera, je pense, c'était ça, c'était on est tous ensemble, on voulait faire quelque chose, et on voulait surtout démontrer qu'on pouvait continuer à vivre confortablement, tout en proposant des solutions finalement. Et je pense que le mieux, c'est d'être autour d'une table et de parler avec les gens qui souhaitent bouger. Je sais que, par exemple, à Climatosphera, les personnes qui m'ont le plus, pas ému, mais qui m'ont le plus
Qu'il y a un impact sur vous, ouais. qui a le plus d'impact et où je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le premier pas quand les personnes commencent vraiment à réaliser, quand ils reviennent un peu, une introspection, c'est quand ils ont un enfant. C'est-à-dire qu'une partie des gens de Climatosphera ont eu un enfant et ils pensaient tous, c'était plus leur vie personnelle, c'est non, je veux que mes enfants. Ils se sont rendus compte un peu du problème. Ils n'avaient pas tous compris au début. Une fois qu'on s'était tous sensibilisés, qu'on a tous partagé ensemble, on a tous bien compris. Et eux, ils ont vu en fait comment ils allaient pouvoir améliorer la vie de leurs enfants. Et à l'heure actuelle, les gens qui sont intéressés, toute personne qui est intéressée par Climatosphera, s'ils veulent faire un transfert, aussi bien dans leur vie personnelle que dans leur vie professionnelle. Dans tous les cas, on peut pas faire les deux en parallèle dans des directions opposées. Donc, on peut pas les faire à perpendiculaire, il faut les faire en parallèle. Si on fait un changement dans l'entreprise, il faut le faire aussi à l'échelle personnelle. Sinon, il va y avoir de la dissonance cognitive et les personnes vont être facilement soit malheureuses, soit elles vont développer un peu sûrement de la dépression. Donc là, l'idéal, c'est de le faire en parallèle et réussir à montrer aussi bien sur le plan professionnel que c'est possible et sur le plan personnel. Et c'est par la discussion et c'est par les gens peuvent venir et parler avec nous, ils vont très bien voir qu'on est très heureux, qu'il y a plein de solutions aussi. C'est pas un disconfort vraiment. Mais c'est vraiment en parlant tous ensemble et pas en se faisant des idées reçues et en passant notre temps sur Internet, en lisant des tonnes d'articles sur les réseaux sociaux où on en vient à être perdu et en fait on s'enferme tout seul dans une bulle sans vraiment échanger. Le contact direct, je pense que c'est essentiel de se mettre autour d'une table avec les gens qui sont intéressés par ça pour en parler. Parce que les solutions, on en a plein et nous on prouve vraiment qu'on est heureux, quoi. Voilà. Il n'y a pas de problème. Très bien. Et puis je prends note de ce que vous avez dit sur les journalistes et les médias en général, qu'il faut nous-mêmes être davantage conscients de ce qui se passe, il faut être davantage sensible et sensibilisé. Il y a une émission d'ailleurs sur RFI qui s'appelle Planeta Verde, qui parle d'environnement. Mais au-delà de ça, je prends note et j'en parlerai à mes collègues qu'il faut être davantage au courant de toutes ces choses. Chers auditeurs, je vous dis, et d'abord merci Charles Berville d'avoir été avec nous, merci beaucoup. Avec plaisir, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Cet entretien, vous pouvez le retrouver dès demain sur la page Facebook de RFI et sur le site rfi.ro, rubrique Le micro du soir. Je vous souhaite un très bon week-end. Week-end Placoute.